Aloha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des volets les plus sombres, les plus controversés et les plus douloureux de l'affaire Alcazar. Si vous arrivez ici sans avoir vu les épisodes précédents, je vous recommande vivement de regarder la partie 1 et la partie 2, déjà disponibles sur ma chaîne. Dans ces vidéos, je reviens en profondeur sur la disparition de Myriam, Tony et Désiré en novembre 1992, les découvertes macabres faites dans la petite zone de la Romana, les incohérences et les zones d'ombre de l'enquête policière, et la version officielle qui pointe du doigt Miguel Ricard et Antonio Anglaise. Attention, dans ces vidéos, il faut avoir vraiment le cœur accroché. Âme sensible s'abstenir. Et ce n'est pas une blague, c'est une affaire particulièrement atroce. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect central de l'affaire, les théories développées par Fernando Garcia, le père de Myriam, un homme devenu au fil des années symbole d'une lutte solitaire pour la vérité. Ce que vous allez entendre n'est pas la version officielle. C'est la version d'un père qui se bat depuis des années pour savoir réellement ce qui est arrivé à ces 3 jeunes filles. Ce sont les hypothèses, les analyses, les doutes et les conclusions qu'il a formulées durant plus de 30 ans. Son obsession, l'idée qu'un réseau de criminels puissants aurait orchestré l'enlèvement, la torture et le meurtre de sa fille et de ses amis. Cette vidéo sera très dense, immersive et parfois très difficile à écouter. Attention à vous. Dans les profondeurs de l'histoire criminelle de l'Espagne moderne, dans ces zones où l'ombre semble absorber chaque rayon de lumière, se trouve une affaire qui, plus de 30 ans après les faits, continue de provoquer des frissons glacés. Une affaire si troublante, si violente, si labératique, que quiconque ose s'y plonger ressent immédiatement ce mélange d'effroi, de fascination et d'incompréhension totale devant l'ampleur du mystère. Cette affaire, c'est celle des disparus d'Alcazar. Un drame qui commence un soir banal de novembre 1992, dans une petite ville tranquille de la province de Valence. Un de ces soirs où rien, absolument rien, ne laisse présager que le destin est en train de basculer vers l'horreur la plus abyssale. Ce soir-là, 3 adolescentes, Myriam, Tony et Désiré, prennent une décision qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait été totalement innocente, presque banale. Elles veulent aller s'amuser, participer à une fête dans la commune voisine de Picassent, un événement auquel tant d'adolescents se rendent sans jamais imaginer qu'un danger les guette. Et pourtant, cette décision, simple, anodine, presque insignifiante, devient la première pierre d'un engrenage monstrueux qui va engloutir non seulement les 3 jeunes filles, mais aussi leurs familles, les enquêteurs, les médias et toute une nation. Ce qui suit, la disparition brutale, l'absence d'indices, les premières recherches, les premières hypothèses, les premières contradictions, déclenche une anxiété collective rare. Les rues d'Alcazar, habituellement calmes, se transforment en un théâtre d'attente où chaque silence pèse plus lourd que le précédent, où chaque minute semble se dilater au rythme de la peur des familles. Une peur qui se répand comme une onde invisible dans tout le pays.
parce que quelque chose dans cette affaire dépasse immédiatement le simple fait divers. Quelque chose sonne faux, quelque chose interroge, quelque chose dérange. Les jours passent, les recherches se multiplient, les théories apparaissent, se contredisent, s'effritent, mais rien ne mène aux filles. Et dans cette obscurité totale, un homme, Fernando Garcia, le père de Myriam, commence à ressentir au fond de lui cette intuition presque surnaturelle, cette certitude viscérale que ce qu'on lui raconte ne colle pas, que ce qui est en train de se passer dépasse l'entendement, que si la vérité existe quelque part, elle se trouve loin du chemin que la police prétend suivre. Lorsque les corps des adolescentes sont finalement découverts, 2 mois plus tard, dans un ravin nommé La Romana, une vague de douleur inimaginable frappe les familles, mais avec elle arrive aussi une vague de questions, une avalanche de détails contradictoires, d'anomalies incompréhensibles, de bizarreries presque trop nombreuses pour être ignorées. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que l'affaire d'Alcácer cesse d'être une tragédie pour devenir un gouffre, un labyrinthe où se croisent la peur, la colère, l'effroi, le doute et cette sensation froide que quelque chose d'énorme est dissimulé derrière un rideau opaque. Et parmi ceux qui refusent de laisser le rideau en place, Fernando Garcia occupe une place centrale, car il va devenir non seulement le père d'une victime, mais un enquêteur obsessionnel, un homme brisé mais animé d'une force presque surnaturelle, qui va consacrer sa vie entière à comprendre ce qui est vraiment arrivé à sa fille. Ses recherches, ses conclusions, ses suspicions, ses confrontations avec les autorités, ses accusations contre de hauts responsables et surtout sa théorie principale, celle de l'existence d'un réseau organisé de criminels, puissants, protégés, invisibles, vont transformer l'affaire Alcácer en l'une des affaires les plus controversées de toute l'histoire espagnole. Et c'est précisément dans cette obscurité-là que nous allons plonger lentement, méthodiquement, en scrutant chaque détail, chaque incohérence, chaque murmure, chaque ombre qui glisse entre les pages de ce dossier cauchemardesque. Car si l'affaire Alcácer effraie encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne nous renvoie pas seulement l'image de la cruauté humaine, et quand je dis cruauté, le mot n'est pas assez fort, mais aussi celle d'un possible mensonge institutionnel, d'une manipulation froide et calculée, d'un secret tellement grand que personne, encore aujourd'hui, n'a réussi à le déchiffrer complètement. Dans cette série que je consacre à l'affaire, dont les parties 1 et 2 sont déjà disponibles sur la chaîne, nous avons déjà exploré les faits, les anomalies initiales, les contradictions les plus visibles. Mais maintenant, nous allons pénétrer dans le cœur sombre de l'affaire, là où les théories prennent forme, là où la peur devient un langage, là où les intuitions se transforment en certitudes pour ceux qui les portent, et où à chaque détail, chaque grain de poussière, chaque témoignage oublié semble soudain prendre une importance capitale. Ce premier chapitre n'est que l'ouverture de ce voyage. Un voyage où nous allons suivre les pas d'un père déterminé, d'un père qui refuse d'accepter ce qu'on lui impose, d'un père prêt à affronter des forces bien plus grandes que lui pour obtenir enfin des réponses, même si ces réponses doivent le mener aux portes de l'horreur absolue. Un voyage où nous allons découvrir, couche après couche, ce que Fernando Garcia croit avoir dévoilé. La possibilité qu'un réseau criminel, structuré, puissant, protégé, aurait orchestré l'enlèvement, la torture et la mort des 3 adolescentes. Un réseau qui aurait ensuite bénéficié d'une protection institutionnelle, d'un brouillage systématique de la vérité et d'une mise en scène fausse, soigneusement conçue pour détourner l'attention.
Un chapitre où l'on ne fait qu'ouvrir les yeux, lentement, douloureusement, sur l'immensité des ténèbres qui entourent cette affaire. Il existe un moment, presque imperceptible, dans la vie de toute personne confrontée à un drame. Un moment où quelque chose bascule, où un minuscule fragment de réalité se détache de l'ensemble et se met à scintiller d'une manière différente, une manière étrange, dérangeante, comme si une vérité plus profonde, plus obscure tentait de se révéler. Pour Fernando Garcia, ce moment arrive tôt, si tôt que beaucoup ne le remarquent pas, mais lui le sent au plus profond de ses entrailles, comme un appel venu de l'intérieur, un instinct primal, presque animal. La version officielle des faits ne tient pas. Elle sonne faux. Elle semble construite trop rapidement, trop proprement, trop confortablement pour être authentique. Lorsque la police annonce, dans les premières heures de l'enquête, qu'il faut attendre, qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer, que 3 adolescentes peuvent très bien avoir simplement décidé de prolonger leur soirée, Fernando ressent déjà une crispation, une petite tension sourde qui lui serre la poitrine, un pressentiment qui lui souffle que quelque chose, quelque part, ne va pas. Ce sentiment, il tente d'abord de le chasser, convaincu qu'il s'agit d'une réaction émotionnelle, que la peur parle à sa place. Mais plus les heures passent, plus l'absence de nouvelles s'allonge, et plus cette intuition prend de la place, jusqu'à devenir un bloc massif au milieu de son esprit. À ce stade, il ne le dit pas encore, il observe, il écoute, il attend. Il regarde comment les autorités agissent, comment elles communiquent, comment elles structurent leurs récits. Et ce qu'il voit, ce qu'il comprend, ou plutôt ce qu'il devine, le plonge dans une inquiétude profonde. Parce que, dès les premiers jours, quelque chose semble brouillé. Les timelines se contredisent. Les premiers témoins sont entendus de manière superficielle. Certains indices ne sont pas relevés, ou le sont tardivement, comme si l'enquête s'installe dans une lenteur anormale, presque volontaire, une lenteur qui ne devrait pas exister lorsqu'il s'agit de 3 mineurs disparus. Ce qui frappe Fernando, c'est l'absence de logique opérationnelle. Pourquoi ne pas avoir immédiatement déclenché une alerte maximale ? Pourquoi ne pas avoir mobilisé la Guardia Civile dès les premières heures ? Pourquoi attendre autant alors que chaque seconde compte ? Ces questions, personne ne les pose publiquement. Parce qu'au début, tout le monde veut croire que les filles vont réapparaître. Souriantes, un peu fatiguées, un peu honteuses peut-être, mais vivantes. Tout le monde veut croire à cette fin heureuse. Tout le monde, sauf Fernando. Car en lui, une voix, fragile mais incessante, répète « On ne te dit pas tout. Il ne cherche pas vraiment. Il cache quelque chose. » Puis arrive le moment où le doute se transforme en certitude intime. Ce moment, Fernando le ressent lorsqu'il découvre que certaines pistes, pourtant évoquées à voix basse par les habitants d'Alcázar, ne sont même pas explorées par les enquêteurs. Par exemple, des personnes affirment avoir vu une voiture suspecte rôder. D'autres disent avoir aperçu 3 filles montées dans un véhicule. D'autres encore assurent qu'un homme observait la route à proximité de l'arrêt d'autostop où les filles se rendaient. Ces témoignages, au lieu d'être immédiatement enregistrés, regroupés, vérifiés, recoupés, semblent disparaître dans un brouillard administratif, comme si une main invisible décidait de ce qui mérite attention ou de ce qui doit être ignoré. Et c'est précisément là que la rupture se produit. Fernando comprend que l'enquête n'avance pas parce qu'elle est maladroite. Non, elle n'avance pas parce qu'elle ne veut pas avancer là où il faudrait.
Cette idée terrifiante s'insinue lentement dans son esprit. Il commence alors à observer avec une lucidité nouvelle chaque action, chaque omission, chaque décision policière. Quand les jours se transforment en semaines, l'absence d'évolution concrète devient insupportable. Fernando sent sa patience s'effriter. Il se met à poser des questions, de plus en plus précises, de plus en plus insistantes, et ce qu'il reçoit en retour, des réponses vagues, des sourires crispés, des phrases répétitives, renforce son impression que quelque chose ne tourne pas rond. Puis arrive le choc, le drame, l'inimaginable. Lorsque les corps sont retrouvés à la Romana, 2 mois après la disparition, Fernando s'attend, dans sa douleur, à obtenir enfin des explications, des réponses, des certitudes. Mais à la place, c'est l'inverse. La découverte des corps ouvre une brèche béante dans le récit officiel. Parce que, dès les premières descriptions, dès les premiers rapports médicaux, dès les premiers articles de presse, Fernando remarque ce qu'aucun parent ne devrait avoir à remarquer. Des détails ne coïncident pas, des éléments s'opposent, des informations capitales changent une déclaration à l'autre. Et, plus glaçant encore, certaines blessures, certaines traces, certaines marques sur les corps semblent indiquer des actes d'une complexité et d'une cruauté impossibles à réaliser dans les conditions décrites par la version officielle. Fernando ne veut pas y croire. Il ne veut pas penser que les tortures de sa fille et de ses amis pourraient être le résultat d'une organisation méthodique, presque clinique. Mais plus il lit, plus il écoute, plus il découvre, et plus cette idée s'impose à lui comme une évidence impossible à refouler, surtout au moment des autopsies. C'est à ce moment précis, ce moment où la vérité et mensonge semblent se confondre, où chaque nouvelle information n'est qu'une pièce brisée, venant s'ajouter à un puzzle déjà déformé, que Fernando décide de rompre totalement avec la version officielle. Il ne s'agit plus seulement de douter, il ne s'agit plus seulement d'être méfiant, il s'agit désormais d'une conviction profonde, violente, irréversible. On lui ment, on cache quelque chose, on protège quelqu'un. Cette conviction devient alors son moteur. Elle devient sa force, elle devient sa malédiction. Parce qu'à partir de cet instant, Fernando entre dans une guerre silencieuse, une guerre contre l'État, contre les institutions, contre les récits préconstruits, une guerre qu'il mène seul, avec pour seule arme son amour pour sa fille et une détermination presque inhumaine. Il se promet alors une chose, il découvrira la vérité, peu importe ce que cela implique, peu importe qui cela dérange, peu importe où cette vérité mène, il saura un jour la vérité. Il s'en est fait la promesse sur la tombe de sa fille. Et c'est cette promesse, faite dans la douleur, dans la confusion, dans la rage sourde d'un père brutalement arraché à son innocence, qui ouvre la porte à ce qui viendra ensuite. Les recherches personnelles, les confrontations médiatiques, les alliances inattendues, les ennemis puissants, les révélations choquantes et, surtout, la théorie centrale qui finira par construire, pierre après pierre, l'existence possible d'un réseau de criminels organisés, un réseau capable d'enlever, de torturer, de filmer, de manipuler et ensuite de faire disparaître la vérité sous des couches d'ombre et de mensonges. Ce chapitre n'est qu'un pas de plus dans cette descente aux enfers. Une descente qui, lentement mais sûrement, mène Fernando vers l'impensable. Lorsque Fernando Garcia décide de ne plus s'en tenir aux explications officielles, lorsqu'il prend conscience que ce qu'on lui donne n'est pas la vérité, mais une version manufacturée, polie, préfabriquée, pour être acceptée sans poser de questions,
Quelque chose se déclenche en lui, quelque chose d'immense, de radical, une sorte d'énergie furieuse qui se nourrit à la fois de douleur, de désespoir et d'un instinct paternel devenu quasiment sauvage. À partir de cet instant, il ne se contente plus d'attendre que la lumière se fasse. Il devient lui-même la lumière, une lumière vacillante, certes parfois faiblissante, mais insoumise, prête à éclairer chaque recoin que l'on voudrait lui cacher. C'est dans cet état d'esprit que débute ce que beaucoup appelleront plus tard l'enquête parallèle de Fernando. Une enquête conduite non pas avec des moyens officiels, non pas avec des équipes spécialisées, non pas avec des laboratoires, des budgets, des caméras, mais avec quelque chose de plus puissant que tout cela. Une volonté qui frôle l'obsession et un amour tellement immense qu'il pourrait renverser des montagnes. Il commence par les détails. Ces détails que tout le monde dépasse. Ces détails que la police juge insignifiants. Ces détails que les journalistes ignorent parce qu'ils ne sont ni spectaculaires ni vendeurs. Mais pour Fernando, ces détails deviennent des portes secrètes, des fissures dans la façade, des brèches par lesquelles il sent que la vérité pourrait un jour s'échapper. Par exemple, il examine les vêtements des filles. Il examine les fibres, les coupes, les couleurs. Il compare ce qu'elles portaient le jour de leur disparition avec ce qu'on a retrouvé sur leur corps. Et très vite, il remarque des incohérences, des vêtements qui semblent déplacés, des endroits où les tissus ne correspondent pas à l'environnement de la Romana, des traces qui ne devraient même pas être là si la version officielle était vraie. De simples tissus deviennent alors pour lui des indices silencieux, presque des témoins muets d'une histoire qui n'a pas été racontée correctement. Et surtout, certains vêtements sont plus grands que la taille des filles. Puis, il se tourne vers les objets trouvés autour de la fosse. Et là, son malaise grandit encore davantage. Parce que parmi les objets, certains n'appartiennent ni aux filles, ni à leur famille, ni à leurs amis. Ils semblent venir de nulle part, posés là comme si quelqu'un avait voulu créer artificiellement une scène cohérente, une scène censée orienter l'enquête vers une théorie spécifique, un récit précis, un coupable désigné à l'avance. Fernando se demande alors pourquoi ces objets sont-ils là ? Pourquoi n'ont-ils jamais été correctement identifiés ? Et surtout, à qui appartiennent-ils vraiment ? Lorsqu'on aborde la fosse de la Romana, ce ravin désolé et silencieux où les corps des 3 adolescentes ont été retrouvés, on s'imagine à première vue un lieu brut, sombre, presque oublié du monde. Un recoin de terre où le vent semble s'être fait complice du silence et où le temps paraît s'être figé autour du drame. Mais ce qui frappe le plus, lorsqu'on examine avec soin tout ce qui a été retrouvé dans cet endroit devenu symbole de l'horreur, ce ne sont pas uniquement les ossements ou les traces visibles du supplice, mais bien les objets. Ces éléments en apparence anodins, insignifiants, presque banals, mais qui, replacés dans leur contexte, deviennent des énigmes, des anomalies, des contradictions impossibles à ignorer. Et c'est précisément là que commence le cauchemar analytique que vivra le père de Myriam. Chaque objet découvert dans la fosse agit comme un fragment de vérité partielle, comme une pièce d'un puzzle dont certaines sections semblent avoir été délibérément mélangées, déplacées ou même rajoutées après coup, produisant cette sensation obsédante que l'on n'est pas face à une scène authentique, mais bien face à une scène reconstruite, une sorte de décor artificiellement composé pour orienter la narration vers une direction précise. Et c'est cette impression qui servira de point de départ à toute la problématique. Un premier élément qui interpelle et qui continue encore aujourd'hui de faire trembler ceux qui analysent l'affaire,
et ce tissu retrouvé sous les corps. Un morceau de textile à moitié enfoui, à moitié exposé, coincé entre la terre et les restes humains. À première vue, il pourrait n'être qu'une couverture ou un tapis grossier utilisé pour transporter les adolescentes. Mais lorsqu'on examine la manière dont il est placé, sa texture, ses plis, sa position par rapport au corps, une question abyssale apparaît. Ce tissu a-t-il réellement été utilisé dans le transport des corps, ou bien a-t-il été posé là, après coup, pour simuler une mise en scène? Fernando Garcia, obsédé par chaque détail, remarque que ce tissu semble à la fois trop propre et trop visible, comme un objet que l'on aurait voulu que l'on voie, comme quelque chose de volontairement laissé sur place pour donner une impression de transport improvisé, alors que tout, dans la théorie du réseau, indique que les criminels auraient disposé de moyens bien plus sophistiqués. De plus, certaines fibres ne correspondent pas aux environnements supposés où les filles auraient été séquestrées, ni aux objets retrouvés ailleurs dans l'enquête, renforçant cette sensation que ce tissu n'appartient pas naturellement à la scène et qu'il a pu être ajouté pour l'effet narratif. L'un des aspects les plus troublants concerne les os déplacés. En particulier la manière dont certains fragments semblent avoir été déposés de façon incohérente, comme si le sol avait été remanié, fouillé, réarrangé avant l'arrivée des enquêteurs. Des analyses postérieures ont révélé des discontinuités, des os situés à une profondeur qui ne correspond pas à la date supposée de mort, des fractures qui ne semblent pas cohérentes entre elles, et surtout une organisation du dépôt des corps qui fait penser non pas à un abandon précipité, mais à une mise en place réfléchie. Le père de Myriam note même que certains os semblent trop propres, trop dégagés, comme si on avait enlevé des débris autour d'eux, comme si quelqu'un avait voulu que certains éléments apparaissent clairement, tandis que d'autres, étrangement, restaient enfouis ou dissimulés. Et pire encore, certains os n'appartiennent pas aux filles. Cette dissymétrie crée un malaise profond. Qui aurait pu manipuler les corps après leur abandon? Dans quel but? Et surtout, pourquoi certaines parties semblent-elles avoir été mises en scène alors que d'autres ont été laissées à l'état brut? Et à qui appartiennent les os retrouvés qui n'appartiennent pas aux filles? Les douilles et projectiles retrouvés dans la fosse sont, en soi, un chapitre entier de l'affaire Alcazar. L'un des aspects les plus controversés est la présence d'une balle intacte, extraordinairement bien conservée malgré les conditions du ravin, comme si elle avait été déposée récemment, comme si elle n'avait pas subi les mêmes agressions climatiques que les corps ou les autres objets. Cette balle, loin d'être simplement une preuve, devient, dans les théories du réseau, un signe, quelque chose d'aussi visible que suspect, comme si elle avait été volontairement ajoutée pour relier l'affaire à une arme spécifique ou pour soutenir une version préécrite des faits. Fernando Garcia remarque également que la trajectoire supposée des tirs ne correspond pas à l'emplacement des projectiles retrouvés, créant une anomalie fondamentale. Des balles qui ne correspondent pas aux blessures, des douilles sans impact cohérent, des fragments qui semblent déplacés. Tout ceci alimente l'idée que certains objets ont été transportés, ajoutés ou manipulés par des mains extérieures. Les vêtements retrouvés dans la fosse forment un ensemble déroutant pour plusieurs raisons. Certains vêtements semblent appartenir à des saisons différentes, comme si les filles avaient été habillées et déshabillées plusieurs fois. D'autres montrent des déchirures incohérentes avec les récits officiels du calvaire. Certains tissus semblent avoir été exposés plus longtemps que les corps à l'extérieur. D'autres, au contraire, semblent protégés, comme s'ils avaient été rajoutés ou déplacés après la mort. Cette disharmonie temporelle crée une impression glaçante.
La scène de la Romana n'est peut-être pas le lieu du crime, mais seulement celui où les corps ont été déposés, et mal déposés, artificiellement déposés. Certains vêtements portent des traces qui n'ont jamais été expliquées ouvertement, des résidus, des particules, des fibres d'origine non identifiées, parfois même incompatibles entre elles, comme si plusieurs lieux avaient été impliqués dans le processus. Les éléments les plus petits, débris de plastique, papier froissé, scotch, cordelettes, fragments d'adhésifs, sont souvent les plus parlants dans une scène criminelle, car ils trahissent des gestes, des outils, des interventions humaines très concrètes. Dans la Romana, ces micro-objets forment une mosaïque qui ne correspond pas à une action unique ou spontanée. Au contraire, ils évoquent une scène composite, résultat de plusieurs manipulations, plusieurs passages, plusieurs personnes. Fernando Garcia est particulièrement frappé par la présence de rubans adhésifs qui semblent avoir été découpés proprement, de façon nette, comme si un outil spécifique avait été utilisé. Ce type de détail ne correspond pas au profil de tueur opportuniste ou paniqué, mais évoque une intervention méthodique, organisée, presque professionnelle, ce qui alimente fortement la théorie du réseau. Car je le redis, regardez bien l'épisode 1 et 2 pour comprendre pourquoi Fernando dit tout ça. Je parle des deux accusés, bien sûr, vous allez comprendre. L'un des points les plus étranges observés par les témoins et certains enquêteurs indépendants est que le sol de la fosse semble avoir été retourné, comme si quelqu'un avait fouillé, déplacé, réarrangé, puis tenté de remettre la terre en place, mais sans efficacité. Des empreintes de chaussures, mal identifiées, jamais attribuées, apparaissent dans certaines zones. Le sol présente des strates incohérentes. Des couches mélangées qui suggèrent qu'on a manipulé le terrain après l'abandon des corps, peut-être même peu de temps avant la découverte officielle. Ce détail est essentiel dans la théorie du père de Myriam. Quelqu'un est revenu sur la scène. Quelqu'un a remanié la fosse. Quelqu'un a voulu modifier ou réarranger ce qui devait être retrouvé. Et cela, selon Fernando Garcia, indique non seulement une manipulation postérieure, mais surtout une intervention effectuée par des personnes se sentant suffisamment protégées pour retourner sur la scène du crime malgré l'énorme battage médiatique. En combinant tous ces éléments, les tissus suspects, les os déplacés, les balles incohérentes, les vêtements discordants, les micro-objets inexplicables, le sol retourné, se dessine une image glaçante. La fosse de la Romana n'est peut-être pas simplement une scène d'abandon, mais une scène de manipulation. Une scène où quelqu'un a voulu construire une narration. Une scène qui aurait été visitée, remaniée, modifiée par des mains expertes. Et c'est précisément ce que le père de Myriam pointe du doigt lorsqu'il évoque la possibilité d'un réseau organisé. Un réseau dont les actes sont suffisamment maîtrisés pour suggérer des manipulations, mais suffisamment imparfaits pour avoir laissé derrière eux une série de contradictions flagrantes. Fernando interroge les voisins, ceux qui ont entendu des cris, ceux qui ont entendu des voitures, ceux qui ont vu des lumières dans des endroits où il ne devrait y en avoir aucune. Ceux qui ont observé des hommes sortir de voitures sombres à des heures improbables. Et ceux qu'ils découvrent l'inquiètent encore davantage. Certains témoignages semblent précis, cohérents, solides, mais ils n'ont jamais été intégrés dans l'enquête officielle. Certains témoins affirment même avoir voulu parler, avoir insisté pour parler, mais on leur aurait poliment conseillé de se taire. Et c'est là que l'idée, encore embryonnaire, commence à se former dans l'esprit de Fernando, comme une silhouette à peine visible derrière un brouillard épais. Et si quelqu'un, quelque part, sélectionnait les informations?
Et si ce n'était pas seulement une enquête ratée, mais une enquête contrôlée? Petit à petit, Fernando s'enfonce dans ce que beaucoup qualifieraient d'abîme mental. Un abîme dont il ne sortira jamais vraiment. Et plus il avance, plus la lumière devient aveuglante. Les incohérences sont trop nombreuses, trop visibles, trop grossières pour être accidentelles. L'un des éléments qui va profondément troubler Fernando, et je vous assure que c'est pas le seul, à aller voir l'épisode 2 sur ma chaîne, et qui constitue l'un des piliers de sa théorie, concerne les autopsies. Plus il lit les rapports, plus il parle avec des spécialistes indépendants, plus il sent qu'il y a quelque chose de profondément étrange dans la manière dont les corps ont été examinés, dans les conclusions qui ont été tirées, et surtout dans ce qui n'a pas été dit. Par exemple, certaines blessures semblent être le résultat de techniques spécifiques, presque chirurgicales, comme si les bourreaux avaient une expérience, une méthode, une façon de faire qui dépasse largement le profil psychologique d'un délinquant isolé. Certaines marques paraissent incompatibles avec un lieu comme la Romana, un endroit brut, inhospitalier, sans infrastructure, sans lumière, sans moyens. Et plus Fernando observe, plus il se répète. On n'inflige pas ce genre de choses dans un ravin improvisé. On ne fait pas ça de manière spontanée. On ne torture pas ainsi sans outils, sans un endroit fermé, sans un lieu prévu pour ça. Ces questions qui auraient dû alerter les enquêteurs officiels semblent pourtant glisser sur eux comme la pluie glisse sur une vitre. Aucune investigation poussée, aucun regroupement logique, aucune remise en question, juste des affirmations, encore des affirmations. Tout dans cette attitude alimente la méfiance de Fernando, jusqu'à devenir un brasier intérieur. Il commence à dresser une liste, une longue liste, une liste presque infinie. Incohérence chronologique, incohérence matérielle, incohérence médicale, incohérence logique, incohérence policière. Et à mesure que cette liste s'allonge, son esprit commence à relier les points, comme s'il traçait lentement une carte secrète dont l'image, encore floue, devient de plus en plus nette. Il se met à envisager ce que très peu osent penser, que si les incohérences sont trop nombreuses pour être accidentelles, alors peut-être ne sont-elles pas des erreurs, mais des stratégies. Peu à peu, la possibilité qu'on ne soit pas face à un simple crime, mais face à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus structuré, s'impose à lui. Un réseau, une organisation, une entité capable de coordonner, de planifier, d'utiliser plusieurs lieux, plusieurs personnes, plusieurs méthodes. Une entité capable d'orchestrer un enlèvement, une séquestration prolongée, des tortures sophistiquées, une mise en scène des corps, puis un brouillage médiatique et judiciaire. Cette pensée terrifie Fernando autant qu'elle le pousse vers l'avant. Parce que si elle est vraie, alors sa fille n'a pas été victime d'un acte isolé. Elle a été victime d'un système. Et ce système, Fernando en est de plus en plus convaincu, pourrait bénéficier de protection jamais avouée, jamais écrite, mais terriblement efficace. Ainsi, chapitre après chapitre de sa propre enquête personnelle, Fernando commence à bâtir ce que deviendra sa théorie. La théorie selon laquelle ce qui est arrivé à Myriam, Tony et Désiré n'est pas le fruit d'une simple folie individuelle, mais le résultat d'une machinerie criminelle, organisée, hiérarchisée, structurée, dissimulée, un machiavélisme froid que seule une organisation très puissante pourrait maintenir dans l'ombre. Alors, revenons pour essayer de comprendre encore plus sur les autopsies. Attention, cela va être extrêmement dur. Mais malheureusement, il le faut pour comprendre la théorie de Fernando et suivre son raisonnement.
Lorsque les autopsies officieuses des 3 adolescentes d'Alcázar ont été révélées, puis minutieusement réanalysées par Fernando Garcia, le père de Myriam, ainsi que par plusieurs experts indépendants qui se sont penchés sur ce dossier tentaculaire, un sentiment profond, presque vertigineux, a commencé à s'installer. Celui que quelque chose dans les rapports officiels ne collait pas, que des détails avaient été ignorés, minimisés, parfois même volontairement écartés, comme si les documents médico-légaux eux-mêmes étaient enveloppés d'un voile trouble qui empêchait d'établir clairement ce qui s'était réellement passé durant les heures ou peut-être les jours de calvaire que les 3 adolescentes ont vraisemblablement enduré. Ce qui frappe en premier lieu, lorsqu'on se plonge dans ces rapports, c'est la complexité des lésions révélées, qui semblent provenir de sources multiples, de moments différents, comme si les 3 jeunes filles n'avaient pas été victimes d'un seul événement linéaire, mais d'une succession de phases distinctes, chacune marquée par un type de violence particulier, par une intensité différente, par une forme de brutalité qui varie d'une zone du corps à une autre. Et c'est précisément ici que commence la réflexion obsédante de Fernando. Comment des agresseurs inexpérimentés, comme le prétend la version officielle, auraient-ils pu produire un tel ensemble de lésions si diverses, si méthodiques, si organisées dans leur distribution? L'un des éléments les plus troublants de l'autopsie tient à la divergence temporelle entre les différentes blessures. Certains traumatismes semblent dater de plusieurs heures, voire plus, avant la mort, tandis que d'autres apparaissent plus récents, presque immédiats, comme s'ils avaient été infligés juste avant la fin du supplice. Or, dans la version officielle, les filles seraient mortes dans un laps de temps relativement court, dans un contexte de violence improvisée. Mais les autopsies laissent entrevoir autre chose. Des phases distinctes, des périodes où la violence s'interrompt puis reprend, des traces qui indiquent des postures différentes, des marques suggérant des positions de contrainte variées. Pour Fernando, cela contredit profondément l'idée d'un enlèvement improvisé. Selon lui, le calvaire a été prolongé, fractionné, étalé, comme s'il avait été structuré, surveillé, orchestré par plusieurs personnes disposant d'un lieu et d'un temps suffisamment pour agir. Si l'on commence par désirer, c'est parce que son corps présente, selon plusieurs experts, les caractéristiques les plus difficiles à concilier avec la version officielle. Lorsque Fernando lit les rapports, il comprend immédiatement que le corps de Désiré semble raconter une histoire plus longue, plus complexe, plus fragmentée, composée de plusieurs phases distinctes. Les rapports évoquent des impacts divers sur le crâne et le visage, d'intensité variable, provenant de directions différentes. Les experts soulignent que certains coups semblent récents, d'autres beaucoup plus anciens. Plusieurs zones indiquent des pressions longues plutôt que des impacts instantanés. Pour Fernando, cela démontre une séquestration prolongée, avec des phases de violence intermittentes, ce qui contredit totalement l'idée d'un enlèvement court commis par 2 hommes agissant dans la précipitation. Pour comprendre l'ampleur du calvaire vécu par Désiré Hernandez, il faut imaginer non pas une blessure unique, nette, identifiable, mais une suite de chocs violents, suffisamment nombreux et divers pour que les médecins légistes parlent à plusieurs reprises de traumatismes crâniens multiples, comme si la tête de la jeune fille avait été la cible d'une série d'impacts successifs, provenant de directions différentes, avec des intensités variables mais toujours brutales, toujours précises, toujours suffisamment marquantes pour laisser une trace visible sur les os du crâne et les tissus internes. Ce que l'on sait
Et ce que Fernando Garcia a disséqué pendant des années, c'est que ces lésions ne ressemblent pas à un simple accident, ni à une chute, ni même à une attaque spontanée et chaotique. Elles donnent l'impression d'une violence méthodique, répétitive, presque calibrée, qui laisse supposer selon lui que Désirée aurait été soumise à une forme de torture progressive, dont les chocs crâniens ne seraient qu'un élément parmi d'autres. Entrons dans les détails pour comprendre ce qui s'est passé. Les légistes ont signalé sur Désirée plusieurs traumatismes occipitaux à l'arrière du crâne, des chocs au pariétal droit et gauche, zone latérale du crâne, une lésion possible au frontal, zone supérieure du visage front, des microfractures ou contusions internes cohérentes avec des coups multiples. Chaque zone touchée raconte une partie du supplice. Les coups à l'arrière du crâne, occipital. Ces impacts indiquent généralement des coups portés par derrière, ou une projection violente de la tête contre une surface dure, ou encore des chutes forcées, comme lorsqu'une personne est tirée, poussée ou jetée au sol. Fernando Garcia s'est souvent demandé pourquoi ces coups sont localisés à des endroits précis, pourquoi ils se répètent, pourquoi aucun ne ressemble à une chute naturelle. Pour lui, ces impacts suggèrent que Désirée aurait été maintenue, peut-être immobilisée, et que les coups auraient été administrés de manière contrôlée, presque professionnelle, pour briser la résistance physique et psychologique. Les coups latéraux, pariétaux, les impacts latéraux sont très révélateurs. Ils suggèrent des gifles violentes, des coups portés avec la paume, voire avec un objet contondant visant la zone temporale. Les coups latéraux agressent directement l'équilibre, la vision périphérique, l'orientation, la conscience. Un agresseur qui frappe les côtés du crâne cherche souvent à désorienter, affaiblir, rendre incapable de se défendre. Selon les analyses de Fernando et les médecins légistes, ces coups ne semblent pas accidentels, ils ne semblent pas résulter d'une lutte chaotique. Ils semblent être répétés, dirigés, presque disciplinés. Il estime que Désirée aurait pu être frappée latéralement pour la maintenir dans un état de confusion. Une manière de la priver de contrôle, de réduire ses mouvements, de la rendre plus docile, plus manipulable. Le coup frontal. Un impact frontal indique un choc de face. Coup direct avec la main, coup de poing, objet rigide ou contact avec une surface contre laquelle elle aurait été plaquée. Un coup frontal provoque étourdissement immédiat, douleur intense, affaissement, perte provisoire de vision claire, flash blanc. Pour Fernando et les médecins légistes, ce type d'impact frontal renforce la notion d'un enchaînement de coups destinés à neutraliser progressivement la victime, tout en la maintenant vivante. Les légistes ont toujours laissé planer une zone d'ombre sur la nature exacte des coups. Ce qu'on peut affirmer. Certains impacts semblent compatibles avec un objet contondant. Bâton, barre, lampe, crosse. D'autres sont compatibles avec une main frappant violemment, ce qui peut causer des contusions internes sans laisser de traces externes nettes, surtout après 3 mois d'exposition dans la fosse. Fernando Garcia a toujours souligné l'importance de cette distinction. Si plusieurs types d'objets frappent, ça implique plusieurs agresseurs. Si les coups sont trop propres, trop précis, trop symétriques, ça implique expertise ou expérience. Si certains coups sont portés avec la main, d'autres avec un objet, ça révèle un schéma comportemental, pas un acte improvisé. En analysant la position, la dispersion et la nature des impacts, Fernando et les médecins légistes ont théorisé 3 phases. Phase 1, intimidation, domination. Coups latéraux, gifles violentes, impact sur le pariétal. Faire céder la victime, la plonger dans la confusion, la terroriser. Phase 2,
neutralisation progressive, chocs occipitaux, empêcher la victime de se relever ou de fuir, forcer le corps à un état de faiblesse extrême. Phase 3, choc final, effondrement. Impact frontal, perte totale de contrôle, effondrement au sol. Selon eux, ce n'est pas l'œuvre de 2 délinquants improvisés, mais d'un acte où la douleur est utilisée comme un outil. Les coups sont distribués avec un objectif. L'idée est de briser la victime sans la tuer trop vite. C'est précisément ce que Fernando interprète comme un signe d'un réseau. Habitude, scénario répété, organisation, absence de panique. Sans entrer, comme on peut dire, dans l'innommable, la terreur humaine, on peut expliquer scientifiquement ce qu'un tel schéma d'impact provoque. Sensation d'explosion interne dans le crâne. Acouphènes violents. Vertige intense. Nausée permanente. Perte d'équilibre. Impossibilité de voir clairement. Incapacité à distinguer les sons. Perte successive de coordination. Fernando Garcia et les médecins légistes ont souvent expliqué que, selon eux, les blessures crâniennes témoignent d'un supplice psychologique en plus du supplice physique. Infliger une douleur énorme sans tuer, maintenir la victime consciente, prolonger la terreur, désorienter pour prendre le contrôle mental, répéter les coups pour démanteler toute résistance. Pour eux, l'objectif n'était pas seulement faire mal, mais anéantir l'esprit, créer un état où la victime ne sait plus où elle est, ni combien de temps passe, ni qui la frappe. Cette partie-là va être extrêmement difficile, mais malheureusement, il faut en passer par là. Pour comprendre pourquoi Fernando et les médecins légistes en sont venus à penser à un réseau criminel. Et ce n'est pas tout. L'horreur absolue arrive à grands pas derrière tout ça. Pour comprendre ce que Désiré a subi, il faut d'abord comprendre le contexte général du ravin de la Romana. Les corps ont été exposés durant près de 3 mois, soumis aux animaux, aux intempéries et à la décomposition naturelle. Cela signifie que certaines preuves directes d'agression ont pu être altérées ou effacées. Mais malgré cela, les légistes ont décrit des signes compatibles avec des actes forcés. Et ce sont précisément ces détails, ainsi que les absences de certains signes attendus, qui ont déclenché chez Fernando et les médecins légistes l'une de ces hypothèses centrales. Les filles ont été agressées très violemment, mais pas comme le rapport officiel l'affirme. Les signes d'agression observés sur Désiré. Les légistes ont noté sur Désiré des lésions compatibles avec une pénétration forcée. Ces lésions n'étaient pas superficielles. Elles présentaient des caractéristiques liées à un manque total de consentement, un acte très violent, des mouvements brusques, une absence totale de lubrification naturelle. Les légistes ont mentionné que certaines déchirures étaient plus larges que ce que provoquerait un acte isolé, ce qui laisse la possibilité de plusieurs actes, plusieurs auteurs ou une brutalité extrême. Et ce n'est pas la partie intime de l'homme qui aurait pu faire ces blessures-là. Il y avait forcément soit plusieurs agressions en même temps, soit malheureusement quelque chose qui aurait provoqué ces lésions extrêmement violentes. Des traces d'échymose interne, tissu plus profond. Ces contusions indiquent une pression intense exercée par un objet ou un ou plusieurs agresseurs. La profondeur des contusions montre que ce n'était pas un acte précipité. Il y a eu contrôle, pression et probablement immobilisation. Et ces tortures ont été faites pendant plusieurs jours, car la cicatrisation commençait à faire effet. Des micro-lésions qui révèlent l'usage de force. Ces petites déchirures, combinées à la pression interne, racontent une histoire silencieuse, celle d'une jeune fille qui luttait, qui tentait de se soustraire à ce qui lui était infligé. Et malheureusement, l'agression
a continué par derrière. Les mêmes supplices, les mêmes traces, les mêmes tortures qui sont inimaginables. L'absence de certaines traces a mis le feu aux théories de Fernando et aux autres médecins légistes. Absence totale de S identifiable, c'est-à-dire le liquide de l'homme. Je suis désolé, mais YouTube, c'est compliqué. Après 3 mois d'exposition, il est possible que l'ADN ait été détruit. Mais Fernando souligne quelque chose d'important. Si les filles avaient été agressées le soir même de la disparition, au moins des micro-résidus de l'ADN auraient dû subsister, même très dégradés. Ce qui est confirmé par les médecins légistes. Cette absence totale alimente 2 hypothèses possibles. L'hypothèse 1. Les agressions ont eu lieu longtemps après l'enlèvement. Cela signifierait que les filles ont été retenues vivantes et que les agressions ont été commises bien après, lorsque la disparition de l'ADN était déjà possible. Hypothèse 2. Les agressions ont été commises par des personnes qui ont ensuite nettoyé les victimes. Hypothèse privilégiée par Fernando. Un réseau organisé ayant l'habitude d'éliminer les preuves. Absence d'autres marques attendues, griffures, abrasions externes. Pour Fernando et les médecins légistes, cela démontre que les victimes ont été retenues, immobilisées, qu'elles étaient incapables de résister physiquement, ce qui implique la présence de plusieurs agresseurs. Les lésions internes examinées sur Désirée ne correspondent pas à une agression simple ou spontanée. Elles présentent 3 caractéristiques inquiétantes. Intensité anormalement élevée. Les contusions profondes montrent qu'un effort important a été appliqué, et pendant extrêmement longtemps, et a été fait plusieurs fois. Multiplicité des directions de pression. Les tissus ont été étirés, tirés, comprimés dans plusieurs directions. Cela évoque non pas un acte unique, mais plusieurs, ou un acte prolongé. Absence de blessures périphériques. Les cuisses, le bas-ventre ou les zones proches ne présentent pas de blessures cohérentes avec une lutte. Cela indique que les agresseurs auraient utilisé des moyens d'immobilisation, des liens ou une forme de contrainte très forte. Un style de torture. Cette immobilisation est l'un des éléments qui a convaincu Fernando que les filles n'étaient pas seulement victimes d'agressions, mais de violences sexuelles ritualisées, infligées par des personnes qui avaient le temps, les moyens, l'organisation et l'expérience. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont complètement malades. Et que ça traîne encore dans les rues. Ce que Fernando Garcia déduit des agressions sur Désirée. Fernando pense que les agressions démontrent l'existence de plusieurs agresseurs. Les blessures internes et les pressions multiples suggèrent plusieurs personnes. Et j'ai oublié de préciser que les médecins légistes sont tout à fait d'accord. L'utilisation probable d'objets. Certains déchirements ne correspondent pas à une anatomie masculine. Une mise en scène volontaire pour effacer les preuves. Le nettoyage total des traces ne peut pas, selon lui, être le fruit du hasard. Un temps de captivité plus long que la version officielle. Certaines lésions semblent récentes, datées de plus tard, alors que d'autres sont plus anciennes. Un mobile d'agression, mais aussi rituel ou opérationnel. Ces actes ne semblent pas motivés seulement par la pulsion. Ils semblent faire partie d'un processus, d'un scénario, d'une habitude. Ce que l'autopsie révèle implicitement, c'est la dimension psychologique. Désirée a été brutalement dominée, sans possibilité de se défendre. Elle a probablement été complètement immobilisée. Elle a été confrontée à des personnes qui savaient exactement ce qu'elle faisait. Elle a été brisée physiquement et mentalement. Les agressions ont été multiples, prolongées et structurelles. L'objectif semble avoir été autant la douleur que l'humiliation et la terreur. Sur Désirée, les marques de ligature présentent plusieurs niveaux d'ancienneté.
Anciennes indiquent que les liens ont été maintenus longtemps. Récentes indiquent des repositionnements. Irrégulières suggèrent l'usage de différents types de liens. Cela signifie qu'elle aurait été attachée plusieurs fois, dans plusieurs positions, sur plusieurs heures ou jours. Impossible dans une simple voiture de ravisseur. Possible seulement dans un lieu prévu pour la séquestration. Les lésions aux extrémités. Les jambes et les bras présentent des signes reflétant des contraintes, des positions forcées, des tentatives de résistance, mais aussi des phases d'immobilisation totale. Ce mélange indique une dynamique non linéaire, incompatible avec un unique moment de violence. Fernando estime que Désiré a été transporté plusieurs fois, attaché différemment selon les phases. Les marques post-mortem. Des experts indépendants ont identifié des éléments sur Désiré suggérant des manipulations après la mort, des déplacements, un positionnement artificiel dans la fosse. Ce point renforce la conviction de Fernando qu'une mise en scène a eu lieu. Tony est, selon plusieurs analyses, la victime dont les blessures présentent le plus grand nombre d'incohérences avec la version officielle. Son corps raconte une histoire presque impossible à concilier avec l'idée d'un groupe improvisé de 2 ravisseurs. Les lésions du torse et des membres montrent des coups de nature différente, des pressions prolongées, des zones de contact avec plusieurs types de surfaces, des intensités variables, des phases de contraintes physiques intenses suivies de périodes plus calmes. Les experts indépendants affirment qu'il est extrêmement improbable que 2 hommes désorganisés aient pu produire une telle variété de traumatismes. Des changements de posture forcés. Tony présente des signes médico-légaux indiquant qu'elle a été immobilisée dans au moins 2 positions différentes, qu'elle a été déplacée vivante puis replacée après son décès, qu'elle a subi des pressions asymétriques, signe de plusieurs assaillants d'âge ou de forces différentes. Fernando insiste sur ce point. Les experts officiels n'ont jamais expliqué ces changements de posture, et cela n'apparaît dans aucun scénario officiel. Des traces compatibles avec un lieu clos. Les rapports montrent que certaines lésions sur Tony présentent une répartition régulière, une symétrie qui évoque un environnement angulaire, des contacts avec des surfaces planes propres. Pour Fernando, c'est un indice capital. Tony a été retenue dans une pièce, pas dans un fossé. Elle a été maintenue contre un mur ou un sol propre. Cela implique un endroit aménagé. Et ce n'est pas du tout le cas de la maison à côté de la fosse. Parmi les 3 victimes de l'affaire Alcácer, Tony est souvent celle dont les blessures, les traces de contraintes et les indices d'agression soulèvent le plus de questions. Parce que sur elle, les légistes ont révélé à la fois des signes évidents de violence, des marques de lutte, des traces de soumission et d'immobilisation, mais aussi des éléments absents qui auraient dû être présents dans un scénario simple d'agression. Cette dualité, des traces très claires et des absences très étranges, est précisément ce qui a conduit Fernando Garcia à considérer que Tony avait été soumise à une forme de torture sexuelle organisée, bien plus complexe et structurée que ce qu'affirme la version officielle. Ce que l'autopsie a permis de conclure. Les légistes ont observé sur Tony des éléments compatibles avec des violences forcées. Mais ce qui est frappant, c'est la nature hybride de ces traces. Des marques de contraintes physiques. Sur les cuisses, le bas du torse et dans certaines zones musculaires, les médecins ont noté des ecchymoses anciennes et récentes, des pressions symétriques, des zones d'écrasement musculaire. Ces marques ne ressemblent pas à des blessures dues à une chute ou à une lutte désorganisée. Elles ressemblent à des marques d'immobilisation
intentionnelle, comme si quelqu'un avait maintenu Tony dans une position forcée. Les légistes parlent d'un schéma de contrainte très net. Ce simple constat fait partie des éléments qui ont choqué Fernando. Il y voit la preuve que Tony n'a pas seulement été agressé, mais maintenu en position possiblement par plusieurs individus. Contrairement à Désiré, Tony présente ce qui semble être les traces d'une résistance violente. Les légistes ont révélé tension musculaire caractéristique d'une opposition, lésion au niveau des bras suggérant qu'elle a tenté de repousser quelqu'un, zone d'abrasion compatible avec des tentatives pour se libérer. Fernando interprète ces marques comme un signe clair que Tony était pleinement consciente, s'est battue, a opposé un refus absolu et que les agresseurs ont dû augmenter la force et le contrôle pour la soumettre. Pour Fernando, cela montre que le crime n'était pas improvisé. Les agresseurs savaient comment neutraliser une victime résistante. Il y avait probablement coordination entre eux. Les traces relevées sur Tony sont cohérentes avec des violences multiples, extrêmement violentes. Non pas dans le détail anatomique, mais dans les conséquences visibles sur les tissus musculaires. Micro-lésions internes. Ces micro-déchirures indiquent une pénétration forcée, extrêmement violente, infligée avec force, sans consentement, probablement répétée. Contusion profonde. Certaines contusions ne peuvent pas être causées par un seul coup ou un seul geste. Elles pointent vers une intensité supérieure à un acte isolé, un maintien physique violent, un acte long ou répété. Asymétrie dans les lésions. Sur Tony, les traces ne sont pas symétriques. Certaines zones montrent plus de pression que d'autres. Pour Fernando, c'est un signe que plusieurs personnes pouvaient intervenir simultanément ou qu'une seule personne appliquait une force volontairement dirigée. Comme pour les deux autres victimes, aucune trace biologique identifiable d'un agresseur n'a été détectée. Fernando considère cela comme une impossibilité. Les agressions ont été violentes, d'une extrême violence. Les blessures sont très profondes. La lutte a laissé des marques, et pourtant rien, absolument rien de l'ADN d'un agresseur. Pour Fernando, une seule option peut expliquer cela. Les corps ont été lavés, nettoyés, manipulés ou préparés avant d'être abandonnés. Il en déduit que les corps n'ont pas été laissés immédiatement après le meurtre, qu'ils ont été traités dans un lieu fermé, que des personnes avaient le temps et le matériel pour effacer les traces, ce qui implique une organisation, pas un duo d'agresseurs isolés. Les douleurs et le calvaire, une reconstruction psychologique, sans entrer dans les détails, mais en se basant sur la résistance observée, les marques de contrainte, les micro-lésions et la cohérence globale des blessures, on peut reconstruire le calvaire psychologique de Tony. Un moment initial où elle comprend la gravité de la situation. Elle se débat, utilise ses bras pour repousser, cherche à se soustraire. Une phase où elle est immobilisée. Les pressions symétriques montrent qu'on la force à rester dans une position de domination. Cela renforce l'idée d'au moins deux personnes. Une qui la maintient, une autre qui l'agresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été agressée très gravement par derrière. Pour essayer de vous expliquer, les photos des autopsies sont cruelles, sont inimaginables. Enfin bon. Mais pour expliquer plus en détail, aucun être humain avec ce que l'on sait qu'il a entre les jambes ne peut produire de telles blessures. Donc forcément, soit il y a eu plusieurs personnes, des objets, ou je ne sais pas. Mais elle a vécu l'enfer, et je pense que l'enfer est un paradis à côté. Une phase de violence très brutale. Les lésions internes combinées aux contusions profondes indiquent une violence extrême, exercée avec détermination, avec plusieurs objets et avec leurs propres outils, c'est-à-dire ce qu'ils ont entre les jambes. Une phase finale de résignation forcée. Les dernières marques, moins dispersées, montrent une chute progressive de la résistance. Pour Fernando, c'est la partie la plus déchirante du rapport.
On voit dans les blessures l'histoire d'une jeune fille qui se bat d'abord de toutes ses forces, puis dont le corps finit par céder sous la violence. Toutes ces observations, les traces présentes, les traces absentes, les zones d'immobilisation, la coordination nécessaire mènent Fernando et les médecins légistes à cette théorie. Les agressions de Tony montrent un travail à plusieurs mains. Les pressions, les positions forcées, la lutte violente, les lésions internes, externes. Il aurait été difficile pour une seule personne de la maintenir et de l'agresser simultanément. Les violences semblent méthodiques, presque procédurales. Pas un acte impulsif, pas une explosion de violence, une séquence. Tout a été nettoyé ensuite, aucune trace ADN, aucun cheveu étranger, comme si les agresseurs avaient l'habitude d'éliminer les preuves. La captivité ne semble pas instantanée. Certaines contusions semblent avoir des âges différents. Cela suggère une durée, pas un acte unique. Selon Fernando, c'est le corps de sa fille Myriam qui porte la signature la plus visible de ce qu'il considère comme une intervention extérieure sophistiquée. Les blessures crânio-faciales, les impacts relevés sur Myriam montrent plusieurs directions, plusieurs intensités, plusieurs profondeurs, des phases séparées dans le temps. Cela indique que la jeune fille a vécu plusieurs épisodes de violence, séparés par des pauses. Des experts affirment que ces blessures ne ressemblent ni à une bagarre, ni à une lutte improvisée. Sur Myriam, les marques de ligature sont parmi les plus anormales. Certaines très anciennes, certaines récentes, certaines en double rangée, d'autres angulaires. Plusieurs ne correspondront pas à des cordes trouvées sur les lieux. Cela implique l'utilisation d'au moins 2 types d'attaches. Un duo improvisé n'aurait aucune raison de changer les liens plusieurs fois. Signe d'immobilisation prolongée. Myriam est celle qui présente le plus de signes indiquant qu'elle est restée immobilisée sans pouvoir bouger pendant une période significative. Cela se manifeste par une répartition particulière des traumatismes, des zones sans blessure atypiquement protégées, des déséquilibres dans la symétrie des atteintes. Fernando y voit la preuve d'une domination totale, dans un lieu calme, contrôlé, où personne ne pouvait venir interrompre les ravisseurs. Une manipulation ou plusieurs post-mortem. Les signes post-mortem sont très marqués chez Myriam. Des positions incohérentes, des déplacements, des éléments de terre non compatibles avec un corps laissé à l'air libre depuis 2 mois, des dépôts sédimentaires contradictoires. Pour Fernando, impossible de croire que le corps de sa fille ait été posé le soir même. Il pense qu'on l'a déplacé tardivement, probablement quelques jours avant la découverte. De vous lire ce texte pour mieux comprendre pourquoi j'ai fait 3 vidéos sur ce sujet qui est extrêmement difficile et pourquoi on rentre vraiment dans ce qui s'est passé. Il existe des blessures qui ne guérissent jamais vraiment, des silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel mot et des absences qui transforment chaque journée en combat intérieur. Pour un père, perdre une enfant n'est pas seulement perdre une partie de soi, c'est perdre tout repère, toute logique, tout ce qui fait que la vie tient debout. Alors il reste une seule chose à laquelle se raccrocher, la vérité. Un père cherche la vérité parce que c'est la seule lumière capable de traverser l'obscurité qui s'est abattue sur sa famille. Il cherche la vérité parce qu'il refuse que l'histoire de sa fille soit écrasée par le mensonge, la confusion ou l'indifférence. Il cherche la vérité parce que tant qu'elle n'est pas connue, c'est comme si la tragédie continuait encore, comme si l'injustice se répétait chaque jour. Et il est essentiel de comprendre le calvaire que ces jeunes filles ont enduré. Non pour raviver la douleur, mais pour honorer leur courage,
pour refuser que leur dernier instant soit effacé ou minimisé, pour que personne n'ose dire que ce n'était pas si grave ou que tout est déjà connu. Elles ont souffert, elles ont résisté, elles ont eu peur et leur histoire mérite d'être regardée en face, sans détour, sans mensonge. La vérité est importante parce qu'elle leur appartient, parce qu'elle est la seule forme de justice encore possible, parce qu'une société qui accepte les faux récits accepte aussi l'oubli, et parce qu'un père, au fond de lui, sait qu'il ne pourra jamais reprendre son souffle tant que le dernier morceau du pulse ne sera pas mis en lumière. Chercher la vérité, c'est continuer de les protéger. Chercher la vérité, c'est leur rendre ce que le monde leur a arraché. Chercher la vérité, c'est la seule façon d'empêcher que leur histoire disparaisse dans le silence. Il faut imaginer d'abord le silence lourd qui précède toute tragédie prolongée. Ce silence imprégné d'attente et de peur. Cette attente qui n'appartient plus seulement aux victimes, mais à ceux qui les détiennent et qui savent qu'ils possèdent désormais le temps entre leurs mains. Dans la version que Fernando recompose, l'enlèvement des 3 adolescentes n'est pas une action brève, instinctive et désordonnée, comme l'aurait été une attaque isolée au hasard d'une nuit, mais l'ouverture d'un processus. Un processus qui s'étire, se répète, se module, s'organise, et qui, à chaque étape, cherche à réduire l'humain au silence par une alternance contrôlée de terreur, de douleur et d'épuisement. La phase 1, la capture et l'immobilisation au commencement. Il y a la violence qui surprend, la rupture du quotidien. D'un instant à l'autre, les filles sont arrachées à la rue, à l'air libre. Elles sont contraintes, mises hors d'état de fuir, saisies avec une force coordonnée. Des témoins parleront plus tard d'un véhicule, d'ombres pressées, de gestes rapides et précis. Dans l'imaginaire de Fernando, ces gestes traduisent une préparation, des rôles répartis. L'un neutralise, l'autre surveille, un troisième occupe le temps. Les ligatures remontent sur les poignets et les chevilles, non pas de façon grossière, mais avec une alternance qui laisse penser à des repositionnements successifs, à des essais pour trouver la position la plus contraignante, la plus durable. La victime passe d'une posture à une autre, ses membres soumis, ses tentatives de mouvement repoussées, et déjà l'effort mental commence. La peur, l'adrénaline, la confusion. La phase 2. Le transport vers un lieu clos, loin d'un sauvetage immédiat. Le transfert est lent et méthodique. Les corps ou les personnes attachées sont conduits vers un endroit qui ne sera pas visible au premier regard. Une maison isolée, un garage, un local, un sous-sol. Un espace aménagé pour durer, pour résister aux visites extérieures. Fernando insiste sur l'idée que cet espace n'est pas improvisé car il présente des indices de préparation. Surface, outils, objets disposés, matériaux pour attacher, une logistique destinée à maintenir vivantes des personnes sous contrôle et surtout un espace propre. Ce n'était pas le cas de la maison que soi-disant elles auraient été emmenées. Le transport lui-même, s'il est brutal et organisé, patient, maintenu, son étouffé, regard arraché au monde. La phase 3, l'installation et la mise en progression du calvaire. Une fois dans ce lieu clos, la temporalité change, les heures s'étirent, les nuits se confondent, les sens se désagrègent. Selon l'analyse médico-légale que Fernando met en miroir avec les témoignages et documents, les victimes subissent des alternances, des moments d'immobilisation totale où les agresseurs contrôlent la respiration, la position, la température corporelle, des instants d'agression physique, coups, pression, contrainte, visant à briser la résistance, puis des pauses mystérieuses, des laps où la violence laisse plane un silence froid, où l'angoisse se travaille plus sûrement que tout coup. Ces pauses ne sont pas aléatoires. Elles servent à maintenir la victime en état d'alerte permanente.
incapable d'anticiper et donc incapable de se projeter hors de son statut de détenu. Elles sont la signature d'un même schéma répété, une méthode d'écrasement psychologique. La phase 4. La répétition et la variation des méthodes, l'un des éléments qui revient constamment dans la reconstitution de Fernando et qui apparaît dans les rapports, c'est la diversité des contraintes et des traumatismes. Changement de ligature, repositionnement, variation dans l'intensité des coups, utilisation occasionnelle d'outils pour contraindre davantage, simulation de départ et de retour, autant d'éléments qui laissent penser à la présence de plusieurs intervenants et à une organisation codifiée. Chaque intervention semble viser une double finalité: la soumission totale et la destruction progressive de la personnalité. Pour les victimes, cela signifie que la douleur n'est pas qu'un élément isolé, elle devient une atmosphère. L'esprit bascule, le temps devient un instrument de torture. Phase 5. La gestion des traces. Une autre part essentielle de la reconstitution tient à ce qui se passe après les actes eux-mêmes. Les corps, dit Fernando, ne montrent pas les preuves attendues d'un acte brutal laissé à l'air libre. Les traces biologiques sont rares, l'ADN d'agresseur absent. De là surgit l'hypothèse centrale. Les auteurs savent effacer. Dans la zone close, il y a eu des actions de nettoyage, de retrait d'éléments compromettants, des gestes répétitifs destinés à limiter toute trace. Linge lavé, surface essuyée, matière disposée pour absorber, autant d'indices qui, une fois confrontés à la découverte finale, suggèrent que les victimes ont été préparées, traitées, puis déplacées dans un état où les preuves directes sont difficiles à récupérer. La gestion des traces, une autre part essentielle de la reconstitution, tient à ce qui se passe après les actes eux-mêmes. Les corps, dit Fernando, ne montrent pas les preuves attendues d'un acte brutal laissé à l'air libre. Les traces biologiques sont rares, l'ADN d'agresseur absent. De là surgit l'hypothèse centrale. Les auteurs savent effacer. Dans la zone close, il y a eu des actions de nettoyage, de retrait d'éléments compromettants. Des gestes répétitifs destinés à limiter toute trace. Linge lavé, surface essuyée, matière disposée pour absorber. Autant d'indices qui, une fois confrontés à la découverte finale, suggèrent que les victimes ont été préparées, traitées, puis déplacées dans un état où les preuves directes sont difficiles à récupérer. La phase 6. La mise en scène finale et le déplacement. La décision de déposer les corps dans la fosse de la Romana, selon Fernando, ressemble moins à un abandon spontané qu'à un acte planifié pour fournir une histoire simple, plausible et rapidement diffusée. Choisir un ravin isolé, déposer des éléments dispersés, laisser dériver l'idée d'un crime de rue. Mais la fosse porte des marques contradictoires. Objets qui semblent étrangers, sol remanié, certains éléments placés mais d'autres laissés en désordre. Comme si on avait désiré une lecture unique, mais que la précipitation ou la maladresse avait laissé des traces compromettantes. Dans la reconstitution, c'est l'instant où les mains qui ont fait et défait se desserrent enfin, mais la boucle de contrôle n'est pas totalement rompue. Des retours sur les lieux, des remaniements, des tentatives de dissimulation ont pu être faites, laissant une scène incohérente. La phase 7, la conséquence psychologique et la trace laissée. Au-delà du corps, au-delà du site, ce qui reste est l'écho des états mentaux. La terreur prolongée, l'humiliation, la sensation d'être objet sous regard, la dissolution progressive de la résistance psychologique. Fernando met en avant que les blessures observées par les médecins ne révèlent pas seulement du physique mais trahissent une stratégie. Faire de la victime une matière première à l'usage d'un groupe, la réduire à l'impuissance, puis l'effacer. Cette lecture donne un nom à la peur, organisation. Elle ne décrit plus un fait divers, mais un mécanisme. Tout au long de cette reconstitution, plusieurs éléments reviennent et s'entrelacent, comme des preuves indirectes, des indices convergents que Fernando met en avant.
La multiplicité des âges des blessures qui impliquent des actions successives. La présence de ligatures de différents types qui témoignent de repositionnement. L'absence d'ADN étranger qui indique un nettoyage ou un temps long. La nature des contusions et des fractures qui évoquent des outils et des savoir-faire. Et enfin, la mise en scène approximative de la fosse qui montre une volonté de produire une narration simple plutôt qu'une réalité complexe. Pour lui, ces éléments ne sont pas isolés. Ils forment un réseau d'indices qui pointent vers une structure humaine organisée. Il faut aussi imaginer la cadence des jours, des réveils forcés, des respirations mesurées, des bouches bâillonnées, des regards qui cherchent encore une issue, puis qui se referment sur la résignation. La mémoire de l'unité perdue, de la maison, d'un été qui s'éloigne, la dissociation progressive entre le corps et l'esprit, qui rend inefficace toute tentative de résistance prolongée. Et la manière dont la peur devient un instrument d'obéissance plus efficace que la violence physique pure. Fernando insiste sur ce point. La méthode consiste autant à user qu'à blesser. Au terme de cette reconstitution, la conclusion à laquelle il aboutit est sombre, mais logique dans sa cohérence. Les 3 adolescences n'ont pas subi un événement ponctuel. Elles ont vécu une séquence planifiée, répétée et administrée par des personnes connaissant l'effet psychologique et physique de leurs gestes. Cette séquence implique un lieu, du temps, des outils et le savoir-faire pour effacer les traces. Si tout ceci est vrai, alors l'affaire dépasse la responsabilité d'un ou 2 individus paniqués et convoque la possibilité d'un réseau capable de coordonner et de protéger de telles actions, d'où la conviction de Fernando qu'il faut regarder au-delà des coupables officiels pour comprendre l'étendue réelle du crime. Je vois que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, donc il y aura une dernière partie très prochainement. Pour ceux qui se posent la question pourquoi cette vidéo n'a pas de photos, j'estime que dans l'épisode 1 et l'épisode 2, j'ai mis assez de photos pour cette affaire qui est particulièrement horrible. Donc j'ai voulu un petit peu, si on peut dire, alléger la vidéo. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.